Émile Zola, La Terre. La Terre est un livre de la série de Rougon-Macquart, rédigé par Émile Zola. Ce livre se déroule dans la campagne française, en l'occurrence dans les plaines de la Beauce, entre 1859 et 1869. Son personnage principal est Jean Macquart, qui, en 1859, revient dès la guerre de Crimée. Première partie. Chapitre 1. Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche, et de la droite, tous les 3 pas, il y prenait une poignée de blé que, d'un geste à la volée, il jetait. Ses gros souliers troués emportaient la terre grasse dans le balancement cadencé de son corps. Tandis que, à chaque jet, au milieu de la semence blonde, toujours volante, on voyait luire les 2 galons rouges d'une veste d'ordonnance qu'il achevait d'user. Seul, en avant, il marchait, l'air grandi. Et derrière, pour enfouir le grain, une herse roulait lentement, attelée de 2 chevaux, qu'un charretier poussait à longs coups de fouet réguliers, claquant au-dessus de leurs oreilles. La parcelle de terre, d'une 50aine d'arts à peine, au lieu dit des cornailles, était si peu importante que M. Hourdequin, le maître de la borderie, n'avait pas voulu y envoyer le semoir mécanique occupé ailleurs. Jean, qui remontait la pièce du midi au nord, avait justement devant lui, à 2 kilomètres, les bâtiments de la ferme. Arrivé au bout du sillon, il leva les yeux, regarda sans voir, en soufflant une minute. C'étaient des murs bas, une tache brune de vieilles ardoises, perdues au seuil de la Beauce, dont la plaine vers Chartres s'étendait. Sous le ciel vaste, un ciel couvert de la fin d'octobre, 10 lieues de culture étalées en cette saison les terres nues, jaunes et fortes, des grands carrés de labour qui alternaient avec les nappes vertes des luzernes et des trèfles. Et cela sans un coteau, sans un arbre, à perte de vue, se confondant, s'abaissant derrière la ligne d'horizon, nette et ronde comme sur une mer. Du côté de l'ouest, un petit bois bordait seul le ciel d'une bande roussie. Au milieu, une route, la route de Châteaudun à Orléans, d'une blancheur de craie, s'en allait toute droite pendant 4 lieues, déroulant le défilé géométrique des poteaux du télégraphe. Et rien d'autre que 3 ou 4 moulins de bois sur leurs pieds de charpente, les ailes immobiles. Des villages faisaient des îlots de pierre, un clocher au loin émergeait d'un pli de terrain sans qu'on vît l'église, dans les molles ondulations de cette terre du blé. Mais Jean se retourna, et il repartit, du nord au midi, avec son balancement, la main gauche tenant le semoir, la droite fouettant l'air d'un vol continu de semences. Maintenant il avait devant lui, tout proche, coupant la plaine ainsi qu'un fossé, l'étroit vallon de l'Aigre, après lequel recommençait la Beauce, immense, jusqu'à Orléans. On ne devinait les prairies et les ombrages qu'à une ligne de grands peupliers, dont les cimes jaunies dépassaient le trou, pareil au ras des bords à de courts buissons. Du petit village de Rogne, bâti sur la pente, quelques toitures seules étaient en vue, au pied de l'église qui dressait en haut son clocher de pierre grise, habité par des familles de corbeaux très vieilles. Et du côté de l'est, au-delà de la vallée du Loir, où se cachait à 2 lieues Cloyes, le chef-lieu du canton, se profilaient les lointains coteaux du Perche, violâtres sous le jour ardoisé. On se trouvait là dans l'ancien Dunois, devenu aujourd'hui l'arrondissement de Châteaudun, entre le Perche et la Beauce, et à la lisière même de celui-ci, à cet endroit où les terres moins fertiles lui font donner le nom de Beauce pouilleuse. Lorsque Jean fut au bout du champ, il s'arrêta encore, jeta un coup d'œil en bas, le long du ruisseau de l'Aigre, vif et clair, à travers les herbages, et que suivait la route de Cloyes, sillonnée ce samedi-là par les carrioles des paysans allant au marché. Puis, il remonta. Et toujours, et du même pas, avec les mêmes gestes, il allait au nord, il revenait au midi, enveloppé dans la poussière vivante du grain, pendant que, derrière, la herse, sous le claquement du fouet, enterrait les germes, du même train doux et comme un réfléchi. De longues pluies venaient de retarder les semaines d'automne. On avait encore fumé en août, et les labours étaient prêts depuis longtemps,
profond, nettoyer des herbes salissantes, bon à redonner du blé, après le trèfle et l'oisane et l'avoine de l'assolement triennal. Aussi, la peur des gelées prochaines, menaçantes à la suite de ce déluge, faisait-elle se hâter les cultivateurs. Le temps s'était mis brusquement au froid, un temps couleur de suie, sans un souffle de vent, d'une lumière égale et morne sur cet océan de terre immobile. De toutes parts, on semait. Il y avait un autre semeur à gauche, à 300 mètres, un autre plus loin, vers la droite, et d'autres encore, s'enfonçaient en face, dans la perspective fuyante des terrains plats. C'étaient de petites silhouettes noires, de simples traits de plus en plus minces, qui se perdaient à des lieues. Mais tous avaient le geste, l'envolée de la semence, que l'on devinait comme une onde de vie autour d'eux. La plaine en prenait un frisson, jusque dans les lointains noyers, où les semeurs épars ne se voyaient plus. Jean descendait pour la dernière fois, lorsqu'il aperçut, venant de Rogne, une grande vache rousse et blanche qu'une jeune fille, presque une enfant, conduisait à la corde. La petite paysanne et la bête suivaient le sentier qui longeait le vallon au bord du plateau. Et, le dos tourné, il avait achevé l'emblave en remontant, lorsqu'un bruit de course, au milieu de cris étranglés, lui fit de nouveau lever la tête, comme il dénonçait son semoir pour partir. C'était la vache emportée, galopant dans une luzernière, suivie de la fille qui s'épuisait à la retenir. Il craignait un malheur, il criait « Lâche-la donc !» Elle n'en faisait rien. Elle haletait, injuriait sa vache, d'une voix de colère et d'épouvante. « La coliche! Veux-tu bien, la coliche! Ah, sale bête! Ah, sacré rosse !» Jusque-là, courant et sautant de toute la longueur de ses petites jambes, elle avait pu la suivre. Mais elle buta, tomba une première fois, se releva pour retomber plus loin. Et dès lors, la bête s'affolant, elle fut traînée. Maintenant, elle hurlait. Son corps dans la luzerne laissait un sillage. « Lâche-la donc, nom de Dieu !» continuait à crier Jean. « Lâche-la donc !» Et il criait cela, machinalement, par terreur. Car elle courait lui aussi, en comprenant enfin. La corde devait s'être nouée autour du poignet, serrée davantage à chaque nouvel effort. Heureusement, il coupa au travers d'un labour, arriva d'un tel galop devant la vache que celle-ci, effrayée, stupide, s'arrêta net. Déjà il dénouait la corde, il asseyait la fille dans l'herbe. « Tu n'as rien de cassé ?» Mais elle ne s'était pas même évanouie. Elle se mit debout, se tâta, releva ses jupes jusqu'aux cuisses. Tranquillement, pour voir ses genoux qui la brûlaient, si essoufflée encore qu'elle ne pouvait parler. « Vous voyez, c'est là, ça me pince. Tout de même, je remue, il n'y a rien. Oh, j'ai eu peur. Sur le chemin, et j'étais en bouillie. » Et examinant son poignet forcé, cercle de rouge, elle le mouilla de salive, y colla ses lèvres, en ajoutant avec un grand soupir, soulagée, remise « Ah, elle n'est pas méchante, la coliche. Seulement, depuis ce matin, elle nous fait ranger parce qu'elle est en chaleur. Je l'amène au taureau, à la borderie. » « À la borderie ?» répéta Jean. « Ça se trouve bien. J'y retourne, je t'accompagne. » Il continuait à le tutoyer, la traitant en gamine, tellement elle était fine encore pour ses 14 ans. Elle, le menton levé, regardait d'un sérieux ce gros garçon châtain, aux cheveux ras, à la face pleine et régulière, dont les 29 ans faisaient pour elle un vieil homme. « Oh, mais je vous connais, vous êtes caporal, le menuisier qui est resté comme valet chez monsieur Rodequet. » À ce surnom que les paysans lui avaient donné, le jeune homme eut un sourire, et il la contemplait à son tour, surpris de la trouver presque femme déjà, avec sa petite gorge dure qui se formait, sa face allongée aux yeux noirs très profonds, aux lèvres épaisses d'une chair fraîche et rose de fruits mûrissants. Vêtue d'une jupe grise et d'un caraco de laine noire, la tête coiffée d'un bonnet rond, elle avait la peau très brune, hâlée et dorée de soleil. « Mais tu es la cadette au père Mouche !» s'écria-t-il. « Je ne t'avais pas reconnue, n'est-ce pas ? Ta sœur était la bonne amie de Buteau le printemps dernier, quand il travaillait avec moi à la borderie. » Elle répondit simplement « Oui, moi je suis Françoise. C'est ma sœur Elise qui est allée avec le cousin Buteau, et qui est grosse aussi, moi, à 7 heures. Il a filé, il est du côté d'Orgère, à la ferme de la Chamade. Ah, c'est bien ça, conclut Jean. Je les ai vus ensemble. » Et ils restèrent un instant muets, face à face, l'une riant de ce qu'il avait surpris un soir les deux amoureux, derrière une meule,
elle mouillant toujours son poignet meurtri, comme si l'humidité de ses lèvres en eût calmé la cuisson. Pendant que, dans un champ voisin, la vache, tranquille, arrachait des touffes de luzerne. Le charretier et la herse s'en étaient allés, faisant un détour pour gagner la route. On entendait le croassement de deux corbeaux qui tournoyaient d'un vol continu autour du clocher. Les trois couilles de l'Angélus tintèrent dans leur mort. « Comment? Déjà midi !» s'écria Jean. « Dépêchons-nous !» Puis, apercevant la Coliche dans le champ, « Hé, ta vache fait du dégât. Si on la voyait. Attends, bougresse, je vais te régaler. »« Oh non, laissez, dit Françoise, qui l'arrêta. C'est à nous cette pièce. La garce, c'est chez nous qu'elle va culbuter. Tout le bord est à la famille, jusqu'à Rogne. Nous autres, nous allons d'ici là-bas. Puis à côté, c'est à mon oncle Fouin. Puis après, c'est à ma tante, la grande. » En désignant les parcelles du geste, elle avait ramené la vache dans le sentier. Et ce fut seulement alors, quand elle la tint de nouveau par la corde, qu'elle songea à remercier le jeune homme. « N'empêche que je vous dois une fameuse chandelle. Vous savez, merci, merci bien, de tout mon cœur. » Il s'était mis à marcher, il suivait le chemin étroit qui longeait le vallon, avant de s'enfoncer dans les terres. La dernière sonnerie de l'Angélus venait de s'envoler, les corbeaux seuls croissaient toujours. Et derrière la vache, tirant sur la corde, ni l'un ni l'autre ne causaient plus, retombaient dans ce silence des paysans qui font des lieues côte à côte, sans échanger un mot. À leur droite, ils eurent un regard pour un semoir mécanique, dont les chevaux tournèrent près d'eux. Le charretier leur cria « Bonjour !» Elles répondirent « Bonjour, tu m'aimes ton grave !» En bas, à leur gauche, le long de la route de Cloix, des carrioles continuaient de filer, le marché n'ouvrant qu'à 1 heure. Elles étaient secouées durement sur leurs 2 roues, pareilles à des insectes sauteurs, si rapetissés au loin qu'on distinguait l'unique point blanc du bonnet des femmes. « Voilà mon oncle Fouin, avec ma tante Rose là-bas, qui s'en va chez le notaire, dit Françoise, les yeux sur une voiture grande comme une coque de noix, fuyant à plus de 2 kilomètres. Elle avait ce coup d'œil de matelot, cette vue longue des gens de plaine, exercés au détail, capables de reconnaître un homme ou une bête, dans la petite tache remuante de leur silhouette. « Ah oui, on m'a raconté, reprit Jean. Alors c'est décidé, le vieux partage son bien entre sa fille et ses 2 fils. Oui, c'est décidé, ils ont tous un rendez-vous aujourd'hui chez monsieur Bayoache. Elle regardait toujours fuir la carriole. Nous autres, nous nous en fichons, ça ne nous rendra ni plus gras ni plus maigres. Seulement, il y a Buteau. Ma sœur pense qu'il l'épousera peut-être quand il aura sa part. » Jean se mit à rire. « Ah, ce sacré Buteau, nous étions camarades. Ah, ça ne lui coûte guère de mentir aux filles. Il lui en faut quand même. Il les prend un coup de poing lorsqu'elles ne veulent pas par gentillesse. »« Bien sûr que c'est un cochon, » déclara Françoise d'un air convaincu. « On ne fait pas une cousine à la cochonnerie de la Plantella, le ventre gros. » Mais brusquement, saisi de colère, « Attends la Coliche, je vais te faire danser. La voilà qui recommence. Elle est arrangée, cette bête, que ça la tient. » D'une violente secousse, elle avait ramené la vache. À cet endroit, le chemin quittait le bord du plateau. La carriole disparut, tandis que tous deux continuèrent de marcher en plaine, n'ayant plus en face, à droite et à gauche, que le déroulement sans fin des cultures. Entre les labours et les prairies artificielles, le sentier s'en allait à plat, sans un buisson, aboutissant à la ferme, qu'on aurait cru pouvoir toucher de la main, et qui reculait sous le ciel de cendre. Ils étaient retombés dans leur silence. Ils n'ouvrirent plus la bouche, comme envahis par la gravité réfléchie de cette bosse, si triste et si féconde. Lorsqu'ils arrivèrent, la grande cour carrée de la borderie, fermée de 3 côtés par les bâtiments des étables, des bergeries et des granges, était déserte. Mais tout de suite, sur le seuil de la cuisine, parut une jeune femme, petite, l'air effronté et joli. « Quoi donc, Jean, on ne mange pas ce matin ?»« J'y vais, madame Jacqueline. » Depuis que la fille a cogné, le cantonnier de Rogne, la cognette, comme on l'a nommé, quand elle lavait la vaisselle de la ferme à 12 ans, était montée aux honneurs de servante maîtresse, elle se faisait traiter en dame, despotiquement. « Ah, c'est toi, Françoise, reprit-elle. Tu viens pour le taureau? Eh bien, tu attendras. Le vacher est à Cloix avec monsieur Urdequin. Mais il va revenir, il devrait être ici. »
Et, comme Jean se décidait à entrer dans la cuisine, elle le prit par la taille, se frottant à lui d'un air de rire, sans s'inquiéter d'être vue, en amoureuse gourmande qui ne se contentait pas du maître. Françoise, restée seule, attendit patiemment, assise sur un banc de pierre, devant la fosse à fumier, qui tenait un tiers de la cour. Elle regardait sans penser une bande de poules, piquant du bec et se chauffant les pattes sur cette large couche basse que le refroidissement de l'air faisait fumer d'une petite vapeur bleue. Au bout d'une demi-heure, lorsque Jean reparut, achevant une tartine de beurre, elle n'avait pas bougé. Il s'assit près d'elle, et comme la vache s'agitait, se battait de sa queue en meuglant, et il finit par dire « Oh, c'est ennuyeux que le vacher ne rentre pas !» La jeune fille haussa les épaules. Rien de la pressait. Puis, après un nouveau silence, « Alors, caporal, c'est Jean tout court qu'on vous nomme ?»« Mais non, Jean Macquart. »« Et vous n'êtes pas de nos pays ?»« Non, je suis provençal, de Plassans, une ville là-bas. » Elle avait levé les yeux pour l'examiner, surprise qu'on pût être de si loin. Après Solferino, continua-t-il, il y a 18 mois, je suis revenu d'Italie avec mon congé, et c'est un camarade qui m'a amené par ici. Alors voilà, mon ancien métier de menuisier ne valait plus, des histoires me fait rester à la ferme. Ah, dit-elle simplement, sans le quitter de ses grands yeux noirs. Mais à ce moment, la Coliche prolongea son meuglement désespéré de désir, et un souffle rauque vint de la vacherie dont la porte était fermée. « Tiens !» cria Jean. « Ce bougre de César l'a entendu. Écoute, il cause là-dedans. Oh, il connaît son affaire. On ne peut en faire entrer une dans la cour sans qu'il la sente qu'il sache ce qu'on lui veut. » Puis, s'interrompant, « Dis donc, le vacher a dû rester avec monsieur Hourdequin. Si tu voulais, je t'amènerai le taureau. Nous ferions bien ça, nous deux. »« Ah oui, c'est une idée, dit Françoise, qui se leva. Il ouvrait la porte de la vacherie, lorsqu'il demanda encore « Et ta bête, faut-il l'attacher ?»« L'attacher ? Non, non, pas la peine. Elle est bien prête, elle ne bougera seulement point. » La porte ouverte, on aperçut sur 2 rangs, aux 2 côtés de l'allée centrale, les 30 vaches de la ferme, les unes couchées dans la litière, les autres broyant les betteraves de leur auge. Et de l'angle où il se trouvait, l'un des taureaux, un hollandais noir taché de blanc, allongeait la tête dans l'attente de sa besogne. Dès qu'il fut détaché, César, lentement, sortit. Mais tout de suite il s'arrêta, comme surpris par le grand air et le grand jour. Et il resta 1 minute immobile, raidi sur les pieds, la queue nerveusement balancée, le cou enflé, le mufle tendu et flairant. La Coliche, sans bouger, tournait vers lui ses gros yeux fixes, en meuglant plus bas. Alors il s'avança, se colla contre elle, posa la tête sur sa croupe, d'une courte et rude pression. Sa langue pendait, il écarta la queue, elle lécha jusqu'aux cuisses, tandis que, le laissant faire, elle ne remuait toujours pas, la peau seulement pissée d'un frisson. Jean et Françoise, gravement, les mains ballantes, attendaient. Et quand il fut prêt, César monta sur la Coliche, d'un saut brusque, avec une lourdeur puissante qui ébranla le sol. Elle n'avait pas plié. Il la serrait au flanc de ses 2 jambes. Mais elle, une contentine de grande taille, était si haute et si large pour lui, de race moins forte, qu'il n'arrivait pas. Il le sentit, voulut se remonter inutilement. « Oh, il est trop petit haut, dit Françoise. « Oui, un peu, dit Jean. Ça ne fait rien, il entrera tout de même. » Elle hocha la tête. Et César, tâtonnant encore, s'épuisant, elle se décida. « Non, non, faut l'aider. S'il entre mal, ce sera perdu, elle ne retiendra pas. » D'un air calme et attentif, comme pour une besogne sérieuse, elle s'était avancée. Le soin qu'elle y mettait fonçait le noir de ses yeux, entr'ouvrait ses lèvres rouges, dans sa face immobile. Elle dut lever le bras d'un grand geste, elle saisit à pleine main le membre du taureau, elle redressa. Et lui, quand il se sentit au bord, ramassé dans sa force, il pénétra d'un seul tour de rein à fond. Puis il ressortit. C'était fait. Le coup de plantoir qui enfonce une graine. Solide,
avec la fertilité impossible de la terre qu'on ensemence, la vache avait reçu, sans un mouvement, ce jet fécondant du mal. Elle n'avait même pas frémi dans la secousse. Lui déjà était retombé, ébranlant de nouveau le sol. Françoise, ayant retiré sa main, restait le bras en l'air. Elle finit par le baisser en disant « Ça y est !»« Et raide !» répondit Jean d'un air de conviction, où se mêlait un contentement de bon ouvrier pour l'ouvrage vite et bien fait. Il ne songeait pas à l'accueil de ces gaillardises dont les garçons de ferme s'égayaient avec les filles qui amelaient ainsi leurs vaches. Cette gamine semblait trouver ça tellement simple et nécessaire qu'il n'y avait vraiment pas de quoi rire, honnêtement. C'était la nature. Mais depuis un instant, Jacqueline se tenait de nouveau sur la porte. Et avec un roucoulement de gorge qui lui était familier, elle lança gaiement « Hé, la même partout ! C'est donc que ton amoureux n'a pas d'œil à ce bout-là ?» Jean ayant éclaté d'un gros rire, Françoise, subitement, devint toute rouge. Confuse, pour cacher sa gêne, tandis que César rentrait de lui-même à l'étable, et que la coliche broutée à un pied d'avoine poussait dans la fosse à fumier, elle fouilla ses poches, finit par sortir son mouchoir, en dénoua la corne, où elle avait serré les 40 sous de la saillie. « Tenez, voilà l'argent, dit-elle. Bien le bonsoir. » Elle partit avec sa vache, et Jean, qui reprenait son semoir, la suivit en disant à Jacqueline qu'il allait au champ du poteau, selon les ordres que M. Hourdequin avait donnés pour la journée. « Bon, répondit-elle, la herse doit y être. » Puis, comme le garçon rejoignait la petite paysanne et qu'il s'éloignait à la file, dans les 3 sentiers, elle leur cria encore, de sa voix chaude de farceuse, « Pas de danger, hein? Si vous vous perdez ensemble, la petite connaît le bon chemin. » Derrière eux, la cour de la ferme redevint déserte. Ni l'un ni l'autre n'avait ri cette fois. Ils marchaient lentement, avec le seul bruit de leurs souliers butant contre les pierres. Lui ne voyait d'elle que sa nuque enfantine, où frisaient de petits cheveux noirs, sous le bonnet rond. Enfin, au bout d'une 50aine de pas, « Elle a tort d'attraper les autres sur les hommes, dit Françoise posément. J'aurais pu lui répondre. » Et, se tournant vers le jeune homme, le dévisageant de l'air de malice, « C'est vrai, n'est-ce pas? Qu'elle a fait porter à M. Hourdequin comme si elle était sa femme déjà. Vous en savez peut-être bien quelque chose, vous. » Il se tourna. Il prit une mine sotte. « Dame, elle fait ce qu'il lui plaît, ça la regarde. » Françoise, le dos tourné, s'était remise en marche. « Ça, c'est vrai. Je plaisante parce que vous pourriez être quasiment mon père et que ça ne tire pas à conséquence. Mais voyez-vous, depuis que Buteau a fait sa cochonnerie à ma sœur, j'ai bien juré que je me couperais plutôt les 4 membres que d'avoir un amoureux. » Jean hocha la tête, et ils ne parlèrent plus. Le petit champ du poteau se trouvait au bout du sentier, à moitié chemin de Rogne. Quand il y fut, le garçon s'arrêta. La herse l'attendait, un sac de semences était déchargé dans un sillon. Il y reprit son semoir en disant « Adieu alors !»« Adieu !» répondit Françoise. « Encore merci !» Mais il fut pris d'une crainte, et il se redressa et cria « Dis donc, si la coliche recommençait, veux-tu que je t'accompagne jusque chez toi ?» Elle était déjà loin. Elle se retourna, et jeta de sa voix calme et forte au travers du grand silence de la campagne. « Non, non, inutile, plus de danger. Elle a le sac plein. » Jean, le semoir noué sur le ventre, s'était mis à descendre la pièce de labour avec le geste continu, l'envolée du grain. Et il levait les yeux, il regardait Françoise décroître parmi les cultures, toute petite derrière sa vache indolente qui balançait son grand corps. Lorsqu'il remonta, il cessa de la voir, mais au retour, il la retrouva, rapetissée encore, si mince qu'elle ressemblait à une fleur de pissenlit, avec sa taille fine et son bonnet blanc. 3 fois de la sorte, elle diminua, puis il la chercha, elle avait dû tourner devant l'église. 2 heures sonnèrent, le ciel restait gris, sourd et glacé. Et des pelletées de cendres fines paraissaient y avoir enseveli le soleil pour de longs mois, jusqu'au printemps. Dans cette tristesse, une tache plus claire pâlissait les nuages vers Orléans, comme si, de ce côté, le soleil eût resplendi quelque part, à des lieues. C'était sur cette échancrure blême que se détachait le clocher de Rogne, tandis que le village dévalait, caché dans le pli invisible du vallon de l'Aigre,
Mais vers Chartres, au nord, la ligne plate de l'horizon gardait sa netteté de traits d'encre coupant un lavis, entre l'uniformité terreuse du vaste ciel et le déroulement sans borne de la Beauce. Depuis le déjeuner, le nombre de semeurs semblait y avoir grandi. Maintenant, chaque parcelle de la petite culture avait le sien. Ils se multipliaient, pullulaient comme de noires fourmis laborieuses, mises en l'air par quelque gros travail, s'acharnant sur une besogne démesurée, géante à côté de leur petitesse. Et l'on distinguait pourtant, même chez les plus lointains, le geste obstiné, toujours le même, cet entêtement d'insectes en lutte avec l'immensité du sol, victorieux à la fin de l'étendue de la vie. Jusqu'à la nuit tombée, Jean sema. Après le chant du poteau, ce fut celui des rigoles et celui des quatre chemins. Il allait, il venait, à longs pas rythmés dans les labours. Et le blé de son semoir s'épuisait, la semence, derrière lui, fécondait la terre.